Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce troisième webinaire organisé par le Club Patrimoine de l'Ordre des experts comptables de Paris-Île-de-France. On a décidé avec Gilles de vous proposer ce webinaire parce qu'on a une petite actualité. Je vous rappelle qu'on a déjà fait 2 webinaires sur le même sujet. Ça peut paraître un petit peu long, mais le sujet interpelle et interroge beaucoup d'entre nous et d'entre vous. Donc on a souhaité, pour vous souhaiter la bonne année, commencer par faire une mise au point sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas combien de personnes sont connectées là. On attend beaucoup de personnes. C'est peut-être le chiffre en haut qui s'affiche. Je vois 98, 99. Je ne sais pas si ça correspond au nombre de connectés. On attend pas mal de personnes ce soir. Ce que je propose peut-être, c'est de patienter encore une petite minute et on commence. Gilles, ça te va? Ouais, ça monte doucement Ouais. là. Donc Hein, ouais, c'est le chiffre qui apparaît en haut à droite là. Oui, comme je disais, on va commencer très vite, hein, mais on a pas mal de questions, que ce soit de la part des clients ou même des confrères, évidemment, qui se demandent encore, et à juste titre, comment faire pour gérer cette chose, on va l'appeler comme ça. Et ce qui peut rassurer ou pas, d'ailleurs, c'est que l'administration fiscale aussi se pose des questions. Tiens, j'ai mon volet qui s'ouvre. Se pose des questions sur comment appréhender cette nouvelle réglementation, ce nouveau BOFIP en tout cas, sur les SEL. Alors, j'espère qu'on va vous apporter pas mal de solutions et de réponses, même si vous allez le voir sur quelques sujets, on a encore des avis qui divergent un petit peu. J'imagine qu'au fur et à mesure de notre avancée dans le temps, eh bien, nous aurons encore des précisions, mais bon, ça ne méritera peut-être pas un webinaire, mais auquel cas on vous fera suivre les informations qui pourraient venir à nous, notamment à travers la commission fiscale de Laurent Binoudiz au Conseil national, qui lui est en lien direct avec la DGFIP et qui suit le sujet de près aussi. Allez, on est à 116 personnes, je pense qu'on peut commencer, Gilles. On a allez, prévu 1 let's go. heure. On y va? Ouais, Allez, c'est parti. c'est parti du coup. Ah ben ça c'est nous. Ça c'est nous, voilà, vous nous connaissez, je pense qu'on n'a pas besoin de se représenter. On vous a remis ce tableau qu'on avait déjà diffusé la dernière fois, qui est un peu le tableau de synthèse de cette nouvelle doctrine. Alors, on ne va pas y passer 10 minutes, mais simplement pour vous rappeler que à partir du 1er janvier 2024, les associés de sociétés d'exercice libérales ont désormais l'obligation, d'un point de vue fiscal, de distinguer leur rémunération entre ce qui est affecté au mandat lorsqu'ils sont mandataires sociaux et ce qui est lié à l'activité libérale. Ce qui est affecté au mandat social sera imposé soit en article 62 si tu es gérant majoritaire de Solarl, soit en traitement et salaire si tu es président de SOLAS ou de CELAFA, ou si tu es gérant minoritaire de Solarl. Pour tout ce qui va être activité libérale, le principe, c'est que ce sera en BNC. Et en fait, on a 2 exceptions. La première exception, c'est si tu es capable de démontrer un lien de subordination, que tu es soumis à un lien de subordination avec la société, alors tu resteras en traitement et salaire. Et si la deuxième exception, c'est si tu n'es pas capable de distinguer ce qui est lié à ton mandat de gérant majoritaire de ce qui est lié à tes activités libérales, eh bien, tu mettras tout en article 62. Donc, c'est ça les deux exceptions. La deuxième, on va y revenir très longuement aujourd'hui parce que c'est là-dessus qu'on a quelques nouvelles à vous communiquer. La première, sur l'histoire du lien de subordination. Je vous redis rapidement ce qu'on vous a dit la dernière fois, le principe, encore une fois, sur la notion de lien de subordination. Il est relativement clair s'agissant des sociétés d'exercice libéral, c'est que dès lors qu'on est sur une activité dite ordinale, c'est-à-dire expert comptable, avocat, profession médicale, etc., c'est-à-dire qu'on a un ordre au-dessus de nous, le principe, c'est que même si tu n'es pas dirigeant de la société, tu ne peux pas être soumis à un lien de subordination. Donc, si tu es expert comptable associé d'une Solarl ou d'une SOLAS, associé non dirigeant, eh bien, à partir du moment où tu es inscrit à l'ordre, tu ne peux pas être soumis à un lien de subordination avec la société puisque, par principe, personne ne peut remettre en cause ton indépendance et certainement pas un éventuel patron. Donc, si je reprends mon exemple d'expert comptable, tu es expert comptable inscrit à l'ordre associé non dirigeant
bah, tu vas être BNC sur l'activité libérale. En revanche, si c'est un collaborateur, un chef de mission non inscrit, non diplômé ou pas d'ailleurs, enfin non inscrit à l'ordre, et bien là, il y aura un lien de subordination. Il est plutôt là le critère à aller chercher là-dessus. Donc voilà, je revenais sur cette première exception, donc démontrer qu'il existe un lien de subordination avec la société. Voilà. Donc c'est évidemment une grosse nouveauté. On est très très loin de la simplification qui nous annonce. On est tous d'accord là-dessus. Et donc, ça fait évidemment 1 an qu'on en parle, qu'il y a beaucoup d'échanges entre la commission fiscale du Conseil national de l'ordre des experts comptables et la DLF, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des réponses, alors pas des réponses à toutes les questions, mais pas mal de réponses en tout cas. Ok. Là, rapidement, on revient sur les formalités, on va dire, sur les questions qui étaient les premières posées d'ailleurs, qui ont été apportées, les réponses en tout cas dans le premier rescrit, c'était début novembre. Ou mi-novembre. Je rappelle quand même pour la petite histoire que le rescrit est parti, la demande est partie au mois de février 2023, le retour au mois de novembre 2023, soit 9 mois. Donc en novembre 2023, donc il n'y a pas eu de changement depuis, pas d'assujettissement à la TVA sur les prestations techniques entre la SEL et le libéral, on va dire, la fonction technique, pas de facturation non plus, on est toujours dans la rémunération et pour le coup, on n'est pas dans la prestation externalisée en tant que telle, même si on va voir tout à l'heure qu'il y a un petit avis qui interpelle un petit peu aussi. Compte bancaire séparé, toujours pareil, non, il n'y a aucune obligation d'avoir un compte bancaire séparé. Pour autant, nous, comptables, je le redis, peut-être réfléchir à l'opportunité de le proposer à nos clients pour être gagnant-gagnant, pour ceux qui auraient des missions déclaratives 2035 à faire. Il est toujours mieux d'avoir un compte dédié pour des raisons de centralisation comptable, de centralisation de documents, et de pouvoir être opposable peut-être plus facilement en cas de contrôle ou d'interrogation par le fisc, et demande d'information en tout cas. La CFE toujours pas, et tant mieux, donc pas de CFE pour le compte du BNC libéral à travers ses fonctions techniques dans la SEL. À déclarer dans la DAS 2, tiens, il y a du rouge. Pourquoi il y a du rouge? Jusqu'à présent, la réponse était négative. Ça, c'est la position du Conseil national. Et sur la slide suivante, vous allez voir qu'on a un autre avis qui ressort du feuillet rapide fiscal social du 7 décembre 2023. Ben, je vous laisse en prendre connaissance. Hein. Du fait de la réforme, il, donc Francis Lefebvre, considère que les rémunérations versées aux associés de SEL devraient désormais être comptabilisées au débit du compte 62. On parle de la fonction technique, là, hein. On ne parle pas de l'article 62, on ne parle pas des fonctions de mandataire social, mais la fonction technique, d'après Francis Lefebvre, pourrait, on va parler au conditionnel, être comptabilisée dans un compte 62, et qui dit compte 62 dit sous-traitant, on va dire, hein, ou service extérieur en tout cas, avec un compte fournisseur, et qui pourrait conduire l'administration à considérer que la société est tenue de mentionner chaque année dans la DAS 2. Je pense que c'est urgent d'attendre. Hein. On n'est pas pressé, hein. On parle de 2025. Hein. On parle de 2025. Je pense que d'ici là, on aura peut-être plus de précision. Sachez qu'il y a une incertitude sur ce point-là, en tout cas. Voilà. Alors, si tu me permets de rebondir, d'ailleurs, la dernière phrase de Lefebvre, c'est « il serait toutefois utile que l'administration le confirme expressément ». Alors, c'est une question hein, qui a été soulevée lors de la dernière commission fiscale qui s'est tenue la semaine dernière et qui, du coup, va être remontée au niveau de la DLF pour savoir quelle est leur position. Moi, j'avoue qu'elle me surprend un peu, cette position, parce que c'est un peu, si tu veux, à partir du moment où tu passes la rémunération technique en classe 62, c'est-à-dire effectivement prestataire extérieur, hein, finalement, ça veut dire que tu considères que la rémunération technique vient en moins de la valeur ajoutée de l'entreprise, ce qui est un peu contradictoire avec le fait qu'on ait précisé précédemment de manière très claire et sans aucune ambiguïté que c'était justement pas du tout, il n'y avait pas du tout d'indépendance et que c'était pour ça qu'il n'y avait pas de TVA. D'accord voilà, comme Thibault l'écrit sur le chat, je suis vraiment d'accord. Enfin, pour moi, c'est totalement contradictoire. Oui, c'est contradictoire. Et donc, je serais très mesuré. Et à titre personnel, je le dis, s'il n'y a pas de... Alors, j'espère qu'évidemment, il y aura une clarification de l'administration, quel que soit le sens, parce que c'est toujours mieux quand c'est clair. Mais sans clarification, moi, ce n'est pas la solution que je retiendrai à titre personnel. Et évidemment, la question va se poser pour 2025, mais elle peut aussi se poser très rapidement pour des SEL qui auraient des exercices décalés. Absolument. Donc, il est urgent évidemment d'avoir une réponse maintenant.
Voilà, je vous livre mon avis qui n'est que mon avis. Je suis très. Ça me paraît pas naturel. Voilà, ça me paraît un peu contradictoire avec les autres analyses qui ont été faites en matière de facturation, de TVA, de considérer que finalement cette rémunération vient en moins de la valeur ajoutée de l'entreprise, enfin de la société, excusez-moi. Voilà, Oui, je suis pour vous tout à donner fait mon avis. d'accord avec toi, Gilles. C'est vrai que en fonction des situations ou des questions, la rémunération est plus ou moins considérée en tant que telle, ou quelquefois comme un service extérieur, c'est effectivement, Thibaut a raison, antinomique. Bon, ce serait déductible de la CVAE. Limite, ce serait pas une mauvaise nouvelle, mais Bon, puisque je vois il y a des questions, d'ordre comptable, puisqu'on est sur le sujet, de la part de nos amis. Oui, ou c'est du 62 ou c'est du 64, évidemment que ça reste une charge dans les comptes dans la SEL. La vraie question, c'est est-ce que c'est 64 ou 62? 62 sous-entendrait DAS 2, 62 sous-entend, vie en déduction de la valeur ajoutée, enfin pris en charge de la valeur ajoutée. Effectivement. À suivre. Écoutez, 641, 644, j'en sais rien, mais ouais, si bon, c'est un 4. 64, on vous laisse choisir le principe. Ok. Mais oui, parce que pour moi, sur un plan strictement juridique, ça reste de la rémunération. Tu vois. Et là, on est que sur une problématique de classification fiscale au niveau de l'IRPP. C'est pour ça qu'en tirer cette incidence comptable au niveau de la SEL, ouais, mais je ne dis pas que j'ai raison, mais même si c'est le FEF qui me dit, je reste assez sceptique sur cette analyse. Allez, on est deux. Enfin, plusieurs a priori. Formalité déclarative. Formalité déclarative, là, il n'y a pas de modification. Et là, pour le coup, je réitère mon propos. Là, il n'y a vraiment pas urgence en la matière. Pourquoi? Parce qu'il y a un parcours spécial qui, sur le guichet unique, qui va être dédié à cette immatriculation ou à ce changement d'immatriculation sur le guichet unique. Visiblement, ce service, ce parcours spécial n'est pas prêt. Donc, alors pourquoi il faut faire une immatriculation? Pour deux raisons. Parce que la DGFiP, les impôts se sont aperçus d'une chose, c'est que fiscalement, en tout cas, les articles 62 précédents n'étaient pas, même s'ils ont un SIRET, ou un SIREN, pardon, mais uniquement auprès des caisses sociales. Et ils ont compris qu'ils allaient, en 2025, avoir une source de revenus déclarée sur la 2042, pardon, dans la catégorie BNC a priori. Pour autant, ils doivent sourcer, si j'ose dire, l'origine de ce revenu-là. Mais fiscalement, le SIREN n'existant pas à la DGFiP, il va falloir, pour les anciens qui ont déjà un SIREN, aller modifier l'immatriculation SIREN et rajouter l'option DGFiP revenu BNC pour être reconnu en tant que tel. Et pour les nouveaux déclarants, dès le départ, il va falloir effectivement attribuer on va dire une route qui va vers les caisses sociales et vers la DGFiP. Donc effectivement, il n'y a pas urgence, on fera ça peut-être sur le second semestre 2024 ou de toute façon plus tard jusqu'au mois de mai 2025. Dépôt 2035, évidemment, ça reste d'actualité. C'est un peu tout le défi, si j'ose dire, de nos cabinets, c'est établir une mission déclarative, pas de présentation, mais de BNC 2035. Micro-BNC. Donc je vous rappelle, micro-BNC, ça sous-entend un chiffre d'affaires pour être éligible, je crois que c'est 77, j'ai pas révisé Gilles, 77 700, et application d'un abattement forfaitaire de 34%. 34% incluant et englobant l'intégralité des coûts de fonctionnement, y compris les charges sociales du BNC. Donc il y a peut-être des opportunités, et notamment pour les primo arrivants, si j'ose dire, sur le marché du BNC. Quelqu'un qui rentre dans une selle en cours d'année, peut-être qu'il ne va pas dépasser le seuil de 77 700, et pour le coup, il va peut-être avoir un revenu qui va lui permettre d'avoir cet abattement de 34%. Je vous laisse faire évidemment la simulation chacun pour en étudier l'opportunité. Et pour le coup, on a quand même un petit sujet sur ce micro BNC, parce qu'au départ, on a une source, c'est-à-dire qu'on a une communication entre la DGFiP et la commission fiscale du Conseil national. Parce qu'au départ, dans le rescrit, je rétropédale un petit peu. La première version du rescrit, c'est oui, éligible au micro BNC, c'est ce que je viens de vous dire. Et dans un échange avec la commission fiscale, avec la DLF,
y a une précision écrite, mais qui n'est pas écrite dans le rescrit en tant que tel, qui va dire attention, on a fait une petite erreur de plume, si j'ose dire, dans la rédaction de notre réponse du rescrit, donc du BOFIP. On s'est un peu planté. En réalité, c'est pas la rémunération qu'il faut prendre. Sous-entendu la rémunération brute, c'est-à-dire nette perçue plus les cotisations payées pour arriver au super brut. On parle bien de ce super brut, c'est ça qui détermine la limite. Ils disent on s'est trompé, la rémunération à prendre en compte, en tout cas pour le plafond à prendre en compte pour l'application ou pas du BNC, du micro-BNC, pardon, c'est la proportion du chiffre d'affaires que détiendrait, on va dire, le BNC dans la société d'exercice libéral. J'avais pris la dernière fois un exemple, un associé qui perçoit 50 000 euros par an, a priori, tout chargé brut, il est éligible au micro-BNC, mais si on prend, imaginons qu'il est 10% du capital de la SEL et que la SEL fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'on arriverait à 100 000 euros. Ce serait le chiffre à appréhender pour l'appréciation du seuil des micro-BNC. Donc, dans une version, on a 50 000, on passe. Dans la deuxième, on a 100 000. Et là, on passe plus. Ça, la deuxième version, c'est ce qu'on a dans la communication entre la commission fiscale et la DLF. Mais, si j'ai bon de mémoire, on a pardon, on a ça c'est le BOFIP pur et dur. C'est le BOFIP qui reprend le rescrit, ouais. Qui reprend le rescrit. Et là, ce qui est écrit dans le BOFIP aujourd'hui, il n'y a pas cette notion de chiffre d'affaires de la SEL en proportion du capital. Il convient de retenir la rémunération versée par la SEL en y intégrant, le cas échéant, les dépenses professionnelles de l'associé acquittées en son nom. On parle des charges sociales. Voilà, donc là, il est nullement question ici dans le BOFIP, à cette heure en tout cas, de cette précision, cette lecture. Oui, Gilles. Qui a été publié le 27 décembre. C'est vraiment une refrain. D'ailleurs, ce BOFIP est classé dans la catégorie des rescrits, puisqu'en fait, il ne fait que reprendre le fameux rescrit qui a circulé de toute façon partout depuis novembre, qui avait été fait par l'association, je crois, que c'est des avocats qui l'avaient fait, ce rescrit. Et donc, l'erreur de plume qui a été évoquée dans les échanges avec la commission fiscale est reportée dans ce rescrit. J'ai vu que Sabrina nous demandait s'il y avait un autre rescrit en cours sur la question. Alors, un rescrit peut-être, j'en sais rien. En tout état de cause, c'est évidemment un des points qui est aujourd'hui en discussion entre la DLF et les différentes organisations représentatives, y compris la commission fiscale de l'ordre, pour mettre au clair maintenant, est-ce que le seuil du micro s'analyse du point de vue de la rémunération super brute, ou est-ce que ça s'analyse du point de vue du chiffre d'affaires proratisé au nombre de parts, parce que c'est clair que là, ce qui est écrit, c'est clairement la première version, c'est le super brut, et ni dans le rescrit, ni dans le BOFIP, qui ne fait que reprendre ce rescrit encore une fois, il est mentionné cette notion de chiffre d'affaires. Ok. Je propose qu'on fasse une petite pause question, parce qu'il y en a eu pas mal. Il y en a pas mal, je suis en train de les lire là, effectivement. Donc, il y a Lionel qui nous demande la rémunération du gérant Majo est bien en charge dans la seule Arles, ainsi que les charges sociales, mais à déclarer sur la 2035, c'est bien cela. Et auquel cas, quelle est l'écriture à passer en BNC? Oui, là, le principe, c'est la seule Arles va continuer à payer son gérant, à payer éventuellement ses charges sociales, si c'est comme ça que fonctionne la prise en charge des charges sociales. À la fin de l'exercice, tu dois ventiler la part, alors on en parlera après de la ventilation, mais entre ce qui est mandat social et ce qui est technique. Et pour ce qui est technique, a priori, il faut effectivement le déclarer en BNC, c'est-à-dire que tu vas passer à minima une écriture dans ton BNC, c'est une OD, où tu vas créditer ton compte de charges sociales, donc c'est 646, je crois, un compte de chiffre d'affaires 706, chiffre d'affaires machin, et tu vas avoir par différence ta rémunération nette qui va apparaître. Voilà, donc à minima, tu as une OD à passer qui fait apparaître à la fois le super brut en chiffre d'affaires et les charges sociales correspondantes à super brut en charge. Alors après, on en a parlé la dernière fois, mais on peut le redire oralement là, il est évidemment possible de passer d'autres dépenses en déduction de ton BNC, mais le strict minimum, c'est de faire ressortir en dedans les charges sociales qui auraient été prises en charge par la SELA.
Et je reviens un peu sur le sujet précédent, c'est-à-dire l'opportunité d'avoir un compte bancaire dédié. Voilà, les comptables que nous sommes, ils vont se poser pas mal de questions et surtout comment on va faire pour s'assurer l'exhaustivité et puis des documents. Est-ce que ça a bien été pour la selle? Et on peut être en charge d'une 2035 BNC sans être en charge de la compta selle, hein. Donc la mission est séparée entre les deux, c'est pas le même client. Et si on n'a pas la selle, bah ça va pas être évident sur quel fondement on va pouvoir être sûr que cette OD s'appuie sur des flux véritables, hein. Bon, sur la responsabilité du client, hein. S'il a touché 100 000 et vous dit j'ai touché 80, bah, on aura peut-être du mal à faire valoir, sauf une attestation de je ne sais qui auprès de la selle. Mais voilà, il y a des questions pratiques qui se posent en tout cas sur ce point-là. Et puis, je pense pour répondre à Lionel, effectivement, il faut raisonner 2035, hein. Il faut alimenter les lignes et les cases de la 2035. Donc la 2035, c'est quoi? Bah, c'est du chiffre d'affaires évidemment. Donc des recettes, c'est la REM totale, et puis les cotisations qui ont été acquittées par la selle, il faut qu'elles apparaissent évidemment sur les cotisations facultatives obligatoires. Donc il va falloir aussi faire les dichotomies. Donc voilà, il y a un petit travail de tri, si j'ose dire, à faire au moment des écritures. Et je reviens sur mon idée de compte bancaire dédié avec les justificatifs. Ça me paraît pas mal. Mais bon, je fais Alors une après, parenthèse. dans les autres questions, il y a Raphaël qui nous demande, et donc il y a 2 sirettes, un pour la Solar et un pour le docteur, enfin donc le docteur, l'associé, on va dire. Bah oui, du coup, effectivement, tu as 2 sirènes, je dirais même 2 sirènes différents. Oui, sirène, ouais. Entre la Solar et le docteur, et les associés en général. T'es chez qui là, mais c'est qui? Tu réponds à qui? Pardon, ce que Raphaël Mani. Raphaël. Ok, donc je continue la suite, pardon. Sabrina, on a évoqué, donc effectivement, pour l'instant, le BOFIP, qui encore une fois ne fait que reprendre le rescrit, reporte cette notion de calcul du seuil micro que la DLF oralement a considéré être une erreur de plume. Voilà, maintenant, quelque part, aujourd'hui, ce qui est écrit, c'est ça. Voilà. Le fait de calculer le seuil du micro sur la base du chiffre d'affaires proratisé n'est écrit nulle part, et ça n'est que le fruit des échanges oraux qu'il y a entre l'administration et les organisations. Nadia nous demande si dans une CELARL, il faut faire migrer les rémunérations sur la nouvelle structure. Non, pas migrer, j'entends faire supporter, en tout cas, c'est ce que je comprends à travers cette question. Le coût du travail technique supporté par la selle, ça reste ça reste de la rémunération, hein. Même si tout à l'heure on a vu 64-62, mais ça reste une charge dans la selle. Enfin, j'imagine que c'est la nature de votre question, Nadia. Dans la structure, le BNC, juste là, c'est pas une vraie activité libérale, mais on va appeler ça du chiffre d'affaires, hein. La contrepartie de la charge dans la selle, c'est du produit, donc du chiffre d'affaires de le BNC, d'accord? J'espère être précis et avoir bien compris la question. Michael. Pour faire choisir la micro BNC sur tous les gérants en tant que nouveau. Excusez-moi, je comprends pas. Pour tous les gérants en tant que nouveau dossier BNC. Peut-on faire choisir? Bah oui, si c'est opportun Alors, micro BA. Ah, je comprends ce qu'il veut dire, c'est comme on n'a pas de N-1 et de N-2, ouais. Est-ce que du coup d'office. Alors non, parce que pour le coup, le rescrit, il est clair sur le fait qu'il faut regarder les années d'avant comme si tu avais été. Déjà été. Donc, parce qu'effectivement, le principe aujourd'hui, c'est que quand tu crées une entreprise individuelle, comme tu n'as pas de N-1 et de N-2 pour analyser le seuil, tu as le droit au micro, quel que soit ton chiffre d'affaires en N. Mais là non, le fameux BOFIP, enfin rescrit qui est intégré dans le BOFIP, précise bien qu'il faut aller regarder N-1, N-2 comme si ça avait été déjà. Donc bien tenté, Mickaël, mais non, pas ce coup-là. Voilà. J'ai oublié de dire tout à l'heure, évidemment, mais ça tombe sous le sens, par rapport au micro BNC, ça peut trouver à s'appliquer des fois sur les nouveaux entrants. Et puis j'ai dit tout à l'heure que les nouveaux entrants peut-être avaient un revenu plus élevé parce qu'ils n'auraient pas de charge sociale, mais il est toujours possible d'opter sur la comptabilité sur les débits, hein. Je l'ai pas dit, mais on peut penser à la comptabilité sur les débits pour ceux qui ont les premiers en début d'activité, il n'y aura pas de charge. Donc là, ça permettrait de les provisionner, on a compris. Alors Bruno, le chiffre d'affaires de la 2035, c'est la rémunération ou rémunération plus charge sociale. Donc c'est le super brut, effectivement. Pour le limite du BNC, ça a un impact, effectivement. Bruno, tu as à l'écran la phrase du BOFIP. Pour analyser le micro BNC, il convient de retenir la rémunération versée par la selle en y intégrant, et le cas échéant, les dépenses professionnelles de l'associé, donc c'est notamment les charges. Faut-il un BNC spécifique ou peut-on utiliser un BNC existant? Je pense qu'on peut utiliser l'autre, hein. Enfin, je veux dire, l'idée c'est de déterminer un revenu pour un même et unique BNC, hein.
Je réfléchis en même temps, mais je vois pas pourquoi on ferait un deuxième BNC. Je veux dire, s'il y a déjà un sirène qui existe et qui permet d'appréhender sous ce régime fiscal l'activité technique à travers une selle, et quand même on aurait une vraie, entre guillemets, activité BNC en parallèle, je pense qu'on peut confondre les deux activités. L'objectif, c'est respecter la règle du BNC et déterminer un revenu global BNC pour la même personne. Je continue à avancer. Je vois qu'Eric Messina, mon ami Eric, qui est connecté, s'il opte pour le régime réel, il aura le droit à la réduction d'impôt des 2/3 des honoraires, plus cotisation AGA. Oui, c'est sous réserve d'être sous les seuils du micro. Je ne suis pas un grand spécialiste de ce crédit d'impôt, mais je crois que pour avoir le crédit d'impôt, il faut être sous les seuils du micro et avoir fait option au réel. On va pas parler de l'opportunité de cotiser une AGA ou pas, ça regarde chacun. Ouais, alors je crois qu'Eric, étant président du NAGA, nous donne cette précision, mais effectivement que j'avais pas du tout eu en tête, mais a priori, à partir du moment où tu es dans le schéma des micros, machin, effectivement. C'est quoi, c'est les frais de comptabilité qu'on appelle, c'est ça? Ouais, les 2/3, là, tu sais, plafonnés à 915 €. Donc, oui, Eric. Je sais pas si Eric est encore là, mais il me semble qu'il faut être dans les seuils du micro, mais faire option réelle pour avoir le droit au crédit d'impôt. David, Eric, n'hésite pas à reformuler ta question, enfin nous dire si on a bien répondu, si on a bien compris le sujet. Si on a été précis. C'est ça. David, les frais de mission pris en charge par l'INSERAL, ICA, etc., déjeuner, sont-elles inclus dans les recettes BNC, j'imagine? Je vois pas pourquoi. Oui, moi je me limiterai honnêtement uniquement. Je comprends la question. Oui. Moi je me limiterai aux charges sociales plus REM. Parce que tu vas toujours avoir tu vas avoir du mal à distinguer ce qui est frais de déplacement, frais de mission et frais d'entreprise, tu vois. Donc moi je la jouerai simple, David. Je la jouerai vraiment simple. Mais la vraie sous-jacente, c'est est-ce que pour le coup les dépenses d'ICA de déjeuner d'un BNC entre guillemets qui pourrait être appréhendé comme un personnel extérieur, si j'ose dire, demeure déductible au sein de la selle, donc à l'IS. On va dire oui, parce que dans l'approche globale, on parle toujours de rémunération, on l'a vu tout à l'heure. Prendre en charge des frais par la selle au titre d'un salarié BNC, je ne sais pas comment l'appeler du coup, donc c'est une charge déductible sur la selle, il n'y a pas lieu de la retranscrire en BNC en tant que recette. Pour moi, je ne le ferai pas en tout cas. Alors, on avance un peu. Alors, Eric a confirmé ce qu'on. Eric est beaucoup plus en compétence sur nous sur le sujet du crédit d'impôt, effectivement. Donc, c'est être dans les seuils du micro et opter pour le réel pour avoir le droit au crédit d'impôt. Oui. Stéphane nous parle pour le gérant associé unique de Solar, c'est 100% en BNC. On en parlera tout à l'heure. Daniel, vous aurez du mal à tenir dans les seuils du micro avec un super brut. Les 77 000 € seront vite dépassés. Effectivement. Stéphanie, est-ce que les AARPI sont concernés par ce nouveau régime? Alors, les AARPI de mémoire, c'est les associations qui regroupent, je ne sais plus, je crois, les avocats ou un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Alors, cette question, qui évidemment nous prend de court, rejoint un peu la question que j'ai vue par ailleurs sur est-ce que ça concerne aussi les sociétés de droit commun. Par exemple, j'ai vu la question, les SAS d'experts comptables. Pour être très clair, la question n'a pas été posée à la DLF. Par contre, le BOFIP vraiment se borne à parler des sociétés d'exercice libéral. C'est-à-dire qu'on parle de sociétés d'exercice libéral toutes les 3 phrases. Donc, moi, je pense qu'il faut... Il est urgent de ne pas aller au-delà de ce que le BOFIP évoque et se concentrer sur les SEL. Je fais une petite parenthèse parce que j'ai vu passer là sur LinkedIn pendant qu'on parlait un message des avocats qui viennent de voter donc au Conseil national des barreaux des avocats le fait qu'ils allaient faire une procédure contentieuse pour justement dire que c'est pas normal d'avoir une telle doctrine qui ne concernerait qu'une catégorie, donc en l'occurrence les SEL, et que du coup, c'est illégal d'avoir une doctrine un peu discriminante. On salue leur courage.
On espère juste qu'ils vont pas du coup nous mettre tous en faisant Voilà, passer. sympa les avocats, merci. Mais bon, voilà, donc, je viens de voir passer le message sur LinkedIn là, il y a quelques minutes. Ouais, mais ça va être ça la réponse. Ouais, vous avez raison, on va le mettre pour tout le monde. Ok. Voilà, donc bon. Non, mais ceci dit, le vrai argument, c'est que tu crées de la lourdeur administrative. Quid des charges sociales provisionnées dans la CELARL car en BNC c'est payé? Ah, Ouais, alors là c'est un débat un peu technique parce que je sais pas il y quoi. a quand même plusieurs écoles en la matière. Il y en a certains qui considèrent que en Solarl, une cotisation sociale non payée, je parle en TNS, hein, bien sûr, en TNS, ne devrait pas être déduite du résultat de la Solarl. Donc on va peut-être pas rentrer sur le débat de est-ce qu'on a le droit de déduire des provisions TNS dans les Solarl, parce que je pense qu'on ne sera pas tous d'accord. Bah, si on se réfère à la règle, Pascal a raison, hein, c'est pas payé, pas déductible, hein, en BNC. Donc ça veut dire que ça sous-entend un retraitement entre les cotisations provisionnées payées dans la A pour savoir. Donc il n'y aurait pas la réciprocité entre la charge de CELARL de la charge de BNC. Waouh! Mais le plus simple, c'est que chacun paye ses charges, hein, si je peux me permettre. La CEL, elle file une enveloppe globale brute chaque mois et puis tu payes tes charges. Hein. Enfin, non, mais je pense que la question de Pascal, c'est que tu as certains praticiens qui, eux, en Solarl ou SARL d'ailleurs, passent des provisions pour charges TNS. Oui, oui, bien sûr. Et donc la question, bah, évidemment, si tu as cette pratique-là, qui de base n'est pas acceptée par tous les praticiens, hein, voilà, je pense qu'effectivement, là, tu as une difficulté supplémentaire avec ton BNC. Alors, si tu es dans cette pratique-là, je te conseillerais de faire une option pour un BNC d'engagement. Tu vois, au moins, tu règles ton problème des provisions. Absolument. On avance un petit peu, Fabien. Oui. Donc, Fabien, en BNC, on perd les 10% d'abattement pour l'IR. Bah oui, c'est évidemment la grande conséquence de tout ce pataquès. Alors, grande conséquence, en fait, je dirais petite conséquence parce que finalement, on ne parle pas de grand-chose, mais effectivement, tout ça pour ça, le fait qu'on bascule en BNC au lieu de traitement salaire ou article 62 nous fait perdre les 10% d'abattement. Dove nous demande quels sont les critères après, pour... voilà, on viendra après. Tac. Donc, c'est bien 2024, la première année. Donc, oui, effectivement, on est plutôt... À la base, c'est 2023. Maintenant, on est plutôt parti sur 2024. Et puis, comme de toute façon, le guichet unique n'est pas prêt, bon, on va attendre le guichet unique. Toujours pas de risque identifié pour les présidents associés de SAS d'expertise comptable. On en a parlé. Pour l'instant, le BOFIP ne parle que des SEL. Et à mon sens, il est urgent de ne pas aller au-delà du texte. Est-ce qu'on peut aborder la question des distributions de dividendes? Oui, mais après alors, s'il nous reste un peu de temps, parce que c'est pas tout à fait le sujet, mais s'il nous reste un peu de temps à la fin, on pourra parler effectivement de la jurisprudence qu'on a déjà évoquée la dernière fois sur les charges sociales. Est-ce bien du chiffre d'affaires dans les BNC s'il n'y a plus d'obligation de facturer? Oui. Non, mais ça, oui. Est-ce que c'est du gain divers ou du chiffre d'affaires dans ta 2035? Bah écoute, Eric, je ne me suis pas trop posé la question. La question d'Eric, c'est le super brut. Est-ce que tu le mets en chiffre d'affaires ou en produit d'exploitation divers dans ta 2035? Bon, il faut que ça aille en produit, on est d'accord. Je pense pas que tu risques un gros redressement si tu te trompes de case à ce niveau-là. Mais le BNC, nouvelle associée de celle sans attendre la nouvelle démarche. Non, on peut pas. C'est les consignes qu'on a eues, c'est-à-dire qu'il faut forcément passer par ce parcours particulier dédié au BNC. C'est là, je vous cite la réponse qu'on a eue. Hein. Le seuil y a-t-il un point voilà, là, ok. Thibaut donne une précision importante. Les AARPI, en fait, donnent déjà lieu à des 2035. Donc, en fait, le débat ne se pose pas, puisque les AARPI, on avait une question tout à l'heure, je crois, de Pascal, hein, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est bien des 2035. Tac. Peut-on opter pour l'IS? On va y venir tout à l'heure. Ouais, bon, je propose qu'on avance un peu parce que là, on revient un peu sur les mêmes. Ah ouais, dis donc, puis ça questionne dur. Hein. Vous savez, toi, Gilles, hein, il y a encore vachement de questions encore. Enfin, on se pose tous les mêmes questions, mais il y a un vrai sujet. Hein. On s'arrête à la réponse de Eric qui dit oui, bonne réponse, et puis on reprend tout à l'heure. Allez, on avance. Bah tiens, l'option l'IS, là voilà. Donc pas d'option l'IS, c'est pas possible. Je vous laisse lire le texte, mais donc la réponse elle est claire et nette, pas d'option possible l'IS. Alors déductibilité des Madelins. Le Conseil d'État n'admet aucune déduction en conciliation Madelin des rémunérations perçues par les SEL au titre de l'exercice de son activité libérale sur le fondement. Alors, activité libérale, ça veut dire que,
En résumé, quand il y a des cotisations Madelin qui ont été souscrites par les associés de SEL, il demeure possible. Le texte dit qu'il n'est pas possible de la déduire comme toujours, et ça a toujours été comme ça dans la catégorie des traitements et salaires. Pour autant, dans la catégorie BNC, là, ça va être possible de les déduire, on est d'accord. Donc là, il y a peut-être une aubaine, une opportunité, en tout cas une simulation, un service à rendre pour dire l'avantage que tu as désormais, c'est de pouvoir déduire tes cotisations Madelin dans l'activité BNC que tu n'avais pas légalement normalement dans la catégorie traitement et salaire. On parle bien, je ne parle pas que du mandataire social. Qui est rémunéré avec un lien de subordination, etc. Je parle du mandat social qui rentre dans la catégorie du gérant majoritaire, quoi, qui était article 62, donc traitement et salaire. Normalement, là, on ne pouvait pas déduire dans cette catégorie-là les contrats Madelin. Je ne sais pas si c'était bien respecté, mais ce n'était pas déductible. Je ne me trompe pas, Gilles, hein, tu es d'accord avec moi? Je ne me suis pas embrouillé là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tout le monde déduisait les Madelins, mais en fait, l'administration nous rappelle qu'on n'avait pas le droit de le faire. Et donc maintenant, ils disent, maintenant, tu as le droit de le faire. Alors après, mis à part un contrôle fiscal privé, et encore, je ne suis pas certain que l'administration fiscale soit beaucoup engouffrée, si j'ose dire, un peu comme le RSI avant, dans la vérification des calculs du net imposable de chaque gérant majoritaire. Hein. À la base, tu as quand même la jurisprudence de 2017, c'est ça. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'un associé de SEL avait déduit un Madelin. L'administration avait dit non parce que traitement et salaire pas déductible. Et justement, le Conseil d'État dit bah oui, mais en fait, c'est du BNC. Donc c'est déductible, et c'est comme ça qu'on en arrive à ce BOFIP, hein, parce qu'en fait le BOFIP, l'administration fiscale a cru bien faire en reprenant simplement la jurisprudence qui disait c'est du BNC. Donc ils ont cru nous rendre service, mais ils ont ouvert un truc, laisse tomber. Absolument. Alors nous aussi on va ouvrir un truc, nous aussi on va ouvrir quelque chose, on va ouvrir une conférence. Regardez le slide précédent si tu veux. Pardon, excuse-moi. On vous donne rendez-vous le 4 avril avec le patrimoine. On a décidé de poursuivre un peu sur ce sujet-là, peut-être pour conclure en tout cas sur ce point-là, parce qu'au mois d'avril, il sera encore temps de souscrire à des contrats PER, Madelin ou autres sur le BNC pour ceux qui n'en auraient pas. Le 4 avril à 17h, en présentiel, 50 rue de Londres, ou en distanciel, donc en visioconférence, vous pourrez assister. On a un partenaire RS notamment, et peut-être d'autres qui vont intervenir sur le sujet, qui vont nous décrypter les opportunités, les possibilités de déduction, et par la mise en œuvre de contrats ou de transfert de contrats, le cas échéant, sur l'activité BNC pour rechercher peut-être le meilleur chemin pour avoir un revenu BNC le plus sympathique possible, fiscalement parlant. Alors après, la question qui se posera, est-ce qu'il vaut mieux que je déduise mon contrat PER sur mon activité BNC ou au contraire, est-ce que auquel cas j'ai une perte de rémunération, vous l'avez compris, parce que si je le déduis, c'est payé sur l'activité BNC, ou alors, non, je le paye à titre perso pour le coup, donc je le déduis pas, mais je le déduis sur 2042 au titre du foyer fiscal. Bref, c'est des sujets qui interpellent, qui interrogent. Réponse le 4 avril 2024, inscrivez-vous, adhérez au club. C'est le moment, c'est l'instant. Et il sera toujours temps de proposer tout ça à vos clients. Allez, rendez-vous le 4 avril. Hein. Voilà, on est 194 en ligne. Ça fait 194 personnes qui doivent s'inscrire. Je vous rappelle, ça coûte pas bien cher. On a 3 conférences plus une journée du Club Patrimoine. Pardon, Gilles, je fais ma pub. Hein. Notre pub. Mais voilà, je dis, en même temps, c'est une pub pour tout le monde parce que on essaye, vous voyez, on a fait 3 conférences qui n'étaient pas prévues cette année. On essaye de se tenir à l'actualité, même si on a ouvert la possibilité à tout le monde de pouvoir participer sur des derniers webinaires. Venez, quoi. C'est des moments sympas en plus. Allez. On vous a mis le lien pour adhérer dans le chat. Oui. Et avant de passer à la suite, il y a 2-3 réflexions qui méritent d'être bien lues. Eric nous donne une information que effectivement je n'avais pas du tout imaginé, mais les avocats, on peut leur faire confiance pour ce genre de trucs, font même une réclamation contentieuse pour rembourser de la TVA indûment facturée sur les 3 exercices précédents. Donc ce que je comprends, c'est qu'effectivement nos amis avocats qui sont des spécialistes de je me mets en BNC, je facture ma société, le faisaient avec TVA, et donc là essayent de réclamer le remboursement de la TVA. Bon, why not tiens-nous au courant, Eric, parce que c'est intéressant. Moi, j'ai pas beaucoup d'avocats, donc je demande à voir. Et Bruno soulève un vrai point. Je ne sais plus si on l'avait évoqué la dernière fois, mais il y a une catégorie de professionnels sur lesquels il y a un gros point d'interrogation, c'est les pharmaciens.
parce que les pharmaciens, d'un point de vue fiscal, sont considérés comme des BIC, commerçants, ce qui est assez logique, puisque c'est de l'achat, enfin, logique, ce qui est assez compréhensible, puisque c'est de l'achat-vente. Et donc, il y a un article de la revue fiduciaire que je n'avais pas vu, mais là que Bruno m'a indiqué, que je suis allé voir rapidement pendant que tu faisais de la pub, Laurent, qui pose la question, finalement, un associé de pharmacie qui serait en selle, doit-il déclarer sa REM en BNC ou en BIC? Voilà. Alors, entre vous et moi, ça n'a pas beaucoup d'impact, sauf à parler du régime micro. D'accord. Mais effectivement, c'est une vraie question qu'on a eu plusieurs fois avec Laurent. On a reçu beaucoup de messages ces derniers mois là-dessus. La question a été évoquée la semaine dernière en commission fiscale. Donc, j'ai pu assister à cette commission fiscale la semaine dernière. J'ai pas de bonnes nouvelles parce que j'ai pas de réponse claire sur ce sujet-là. Alors, la revue fiduciaire a l'air de dire, a priori, il faut plutôt considérer que c'est du BIC, machin, etc. Moi, j'aurais plutôt tendance. Alors d'ailleurs, je suis un peu de mauvaise humeur aujourd'hui parce que j'ai envie de pas être d'accord avec tout le monde, mais j'ai plutôt tendance à penser que ça sera quand même du BNC déjà parce que le BOFIP parle clairement des associés de SEL de façon générale, et puis parce que qu'une pharmacie dans son ensemble soit en BIC parce que tu as l'achat-vente, etc., se comprend tout à fait. Que le travail intellectuel du pharmacien rémunéré sous forme de salaire, de rémunération, soit en fait une prestation intellectuelle qui rentre dans le BNC ne me choque pas. Voilà, ne me choque pas. Maintenant, effectivement, je comprends la question et tu as raison, Bruno. Évidemment, si tu es dans le micro, le sujet n'est pas neutre puisque les abattements du micro en BIC sont plus significatifs. Moi, mon sentiment, c'est qu'on va quand même être en BNC, mais c'est que un sentiment parce que, donc, encore une fois, la question a été abordée la semaine dernière en commission fiscale et n'a pas été tranchée. Voilà, mais je vous le redis, pour moi, on est sur la rémunération de la prestation intellectuelle du pharmacien et non pas la fiscalisation de l'activité de l'officine. Et donc, je ne suis pas choqué à l'idée que l'officine soit BIC, mais que la rémunération intellectuelle soit en BNC. Comme aujourd'hui, quand tu exerces dans une société, tu as ta société qui est à l'IS et toi qui peux être en article 62 pour ta rémunération. Et donc, effectivement, il y a un article dans Revue fiduciaire. Je vais donner la référence pour ceux qui sont intéressés. C'est sorti le 21 décembre 2023. C'est dans le feuillet hebdo 40-18, donc 21 décembre 2023. Donc, c'est un article qui a été écrit par quelqu'un d'Inextenso. Voilà. Et donc, le sujet est abordé. Je ne vais pas vous le lire parce que ça va être assez indigeste. Mais voilà, je vous ai fait, je pense, un résumé plutôt fidèle de la question. Voilà. Moi, Revue fiduciaire a l'air de plutôt pencher BIC. Moi, je reste sur l'idée que ce sera BNC, Moi, j'ai une grande majorité de réponses qui vont dans le sens du BNC, en tout cas. Et oui, les seuils du micro sont plus élevés, Bruno. Tu as raison, bien sûr. Bruno, tu as totalement raison. Ouais, tout à fait. On continue les questions ou on poursuit la répartition? C'est un vrai sujet. Là, peut-être qu'on va avancer. Il est 17h43. Oui, on verra si on peut parce que pour le coup, la grande nouveauté du BOFIP, parce que donc le 27 décembre, on a eu deux BOFIP, deux publications BOFIP. Il y a eu la publication du rescrit, mais qui était déjà connu de tout le monde, puisqu'il avait largement circulé ces derniers mois. Et après, il y a eu l'intégration dans le BOFIP lié aux rémunérations des gérants de société d'un pavé sur les SEL. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce pavé évoque les problématiques de répartition. Et donc, nous rappelle la fameuse deuxième exception que j'ai évoquée, vous savez, en introduction, où j'ai dit le principe, c'est BNC. Je vous ai dit, il y avait deux exceptions. La première exception, c'est quand il y a un lien de subordination, tu es en traitement SLR. Et je vous ai dit, la deuxième exception, c'est quand tu n'es pas capable de dissocier, tu es en article 62. Donc, c'est ce que reprend le BOFIP. Donc, je vous le lis. Lorsque les rémunérations qui sont allouées à raison de l'exercice d'une activité libérale ne peuvent pas être distinguées de celles perçues au titre des fonctions de gérant, elles sont imposées dans les conditions prévues à l'article 62. Donc, quand tu n'es pas capable de dissocier, tu mets tout en article 62. Dans ce cas, l'intéressé, donc le contribuable, doit être en mesure de fournir par tout moyen l'ensemble des éléments de preuve permettant de justifier de cette impossibilité. C'est très important parce que ces derniers mois, on a vu quelques conseils, alors pas forcément experts comptables, mais quelques conseils nous expliquent que pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Voilà, nous explique que à partir du moment où tu es en SARL gérant majoritaire, tu n'auras pas de split à faire. D'accord ? Donc, dans les échanges oraux, la DLF avait été très claire, elle avait dit non,
cette histoire, c'est vraiment une exception de l'exception de l'exception de l'exception. C'est pas parce que tu es article 62 que tu peux pas faire la distinction. Et donc, le BOFIP dit bien, là c'est la nouveauté du 27 décembre, dans ce cas, l'intéressé doit être en mesure de fournir par tout moyen l'ensemble des éléments de preuve permettant de justifier de cette impossibilité de splitter. Et la phrase d'après, il est précisé que l'absence de documents statutaires ou comptables tels que ceux fixant la rémunération accordée par la société au titre des fonctions de gérant ou mesurant le temps passé à l'exercice de ces fonctions n'est pas à elle seule de nature à caractériser cette impossibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que dans le PV de rémunération, tu ne fais pas le split, ou ce n'est pas parce que tu n'as pas de feuille de temps que tu n'es pas capable de faire la ventilation. D'accord? Hein, donc là, ils remettent bien l'église au centre du village. C'est très conforme aux échanges qu'il y a eu avec eux. Le fait de ne pas distinguer, de tout mettre en article 62, c'est vraiment l'exception ultime. Je vais continuer à avancer sur ce BOFIP. Oui, pardon. Vas-y, Laurent. Ouais. Non, tu vas dérouler évidemment sur le slide suivant, mais je ne sais plus si on en a parlé, mais je rappelle un petit peu le propos qu'on avait précédemment, c'était évidemment celui-ci, c'est-à-dire si tu n'es pas en mesure de justifier, prouve-le quoi. Mais on avait évoqué peut-être une tendance en se disant dans un premier temps, est-ce qu'on pourrait pas partir sur un forfait, etc. Je passe ce sujet-là, tu vas y revenir, mais la tendance était de te dire, la taille compte, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que quand on est dans une scène toute petite où on est tout petit, on est évidemment par essence plutôt orienté sur des fonctions techniques, donc la taille peut être potentiellement un critère d'appréciation, on va dire, de la répartition. On peut imaginer, on peut faire le distinguo avec notre activité qu'on connaît tous bien. Si moi je suis associé gérant majoritaire, enfin d'une selle, et que je suis associé dans un big, on va dire ça comme ça. On peut supposer que je passe plus mon temps à faire de la communication, enfin bref, autre chose que tes bilans et de la fonction technique. Par contre, si je suis tout seul à mon compte en SARL ou à deux, on va évidemment considérer qu'on passe beaucoup plus de temps à produire qu'à gérer, si j'ose dire. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Alors, du coup, la grande question qui se pose, une fois que le BOFIP nous dit de toute façon, tu dois dissocier les deux rémunérations et globalement, les exceptions n'y pensent pas trop. La question, c'est OK, mais c'est quoi, comment je sais ce qui est lié au mandat de gérant, comment je sais ce qui est lié à l'activité libérale. Et donc, ce qui est vachement intéressant dans ce BOFIP, ce qui est très intéressant dans ce BOFIP, c'est qu'ils nous écrivent, à cet égard, il est rappelé que les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant, donc ce qui est attaché au mandat social, sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans l'activité libérale. Et alors là, il nous donne des exemples. Par exemple, convocation de l'Assemblée, qui doit prendre globalement 1 heure, représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l'égard des tiers, décision de déplacement du siège social de la société, etc. Donc c'est quand même très restrictif. Et alors la phrase d'après, elle est encore plus surprenante. A contrario, en sont exclus, donc ne sont pas dans le mandat de gérant et donc sont liés dans les fonctions techniques BNC, en sont exclus les tâches de nature administrative qui sont inhérentes à la pratique de l'activité libérale, telles que la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que les ordonnances de prescription. Mais alors effectivement, Thibaut, il dit c'est un truc de fou, et c'est exactement ce que je veux dire, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'ils sont globalement en train de nous expliquer que être gérant, c'est convoquer une AG et transférer le siège social, ce qu'on fait à peu près pas tous les jours, et que par contre, faire la facturation, l'encaissement, la prise de rendez-vous, l'achat des fournitures, des stylos billes au cabinet comptable, c'est lié à la pratique de l'activité libérale. Et alors, on en parlait avec Laurent là, ces derniers jours, parce qu'il se trouve que Laurent et moi avions la chance de partager un petit séminaire au ski la semaine dernière, donc on a eu l'occasion d'en parler. C'est juste un truc de fou de lire ça. Quand vous mettez en perspective les différentes jurisprudences qu'on a eues depuis 15 ans sur les management fees, où c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que les management fees, c'est exactement la même question qui est posée quand il y a des redressements sur les management fees.
où ils nous disent ça c'est du mandat social, donc ça peut pas être du management fees, et donc c'est pas déductible. Quand vous lisez les jurisprudences sur les management fees, ils vous mettent tout dans le mandat, tout est mandat. C'est vrai. Donc rien n'est déductible. Et alors là, on nous explique quand même vraiment l'inverse. Et je trouve ça juste sidérant, évidemment. Parce que voilà, il y a Raphaël qui dit donc ils veulent tout en BNC en gros. Bah oui, ils veulent tout en BNC en gros. C'est très clair. Et voilà. Et alors, c'est bien que ce soit dit, mais c'est vrai que c'est juste hyper agaçant, encore une fois, quand tu le mets en perspective avec ce qu'on lit parfois sur les jurisprudences liées au management fees. Je continue. Oui. Ceux qui étaient présents aux universités d'été au mois de septembre, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a traité tous les deux en conférence. Si vous avez le support, relisez-le si vous voulez rigoler, entre guillemets, même si c'est pas drôle du tout. Voilà, on a des positions rire jaune, en contradiction. C'est rire jaune. En contradiction en fonction des situations. Enfin bref. Donc quand ça les arrange, c'est dans le mandat. Ah ouais, non mais ça va pas. Non mais c'est un truc de fou. Il a raison, Raphaël. Et alors, donc la dernière phrase du BOFIP, qui est celle qui a été évoquée par certains confrères et consoeurs dans le chat, du coup, le BOFIP nous dit il est admis à titre de règle pratique. Donc, en gros, c'est la tolérance. C'est voilà, si tu prends cette règle, on ne te demande pas d'aller plus loin. Que 5% de la rémunération soit en fait de rémunération de mandat. Donc, il nous donne une règle en disant c'est 5% le mandat, donc 5% article 62, 95% BNC. Je pense que c'est sous-entendu, bah voilà, si tu prends cette règle, on n'ira pas te challenger. Bon, évidemment, c'est pas énorme. Non, mais il faut l'appuyer le beau temps. Pourquoi 5 ? Voilà. Bon, c'est une tolérance. Rien ne vous interdit d'aller plus loin. Mais le sous-entendu, c'est que si tu vas plus loin que les 5%, bah, faudra être en mesure de justifier pourquoi tu es allé au-delà. Merci mon bon Seigneur. J'ai le message de Thibaut qui m'a fait rigoler, mais oui. Voilà, donc voilà. Bon, donc, alors, évidemment, c'est malheureux, puis c'est très strict comme BOFIP. Il a le mérite d'exister, ceci dit, parce qu'avant le 27 décembre, on n'avait quand même pas trop de réponses sur ces questions-là. Mais il a le mérite d'exister. Je crois que c'était la dernière slide, ouais. Alors, il y a encore plein de questions. Comme il nous reste un peu de temps, on va peut-être pouvoir les redescendre. Ah, faut remonter alors, si j'ose dire, pour les descendre. Alors, attends, j'ai cliqué là, tu sais, tu as l'onglet questions où j'ai... Ouais. Moi aussi, j'en ai cliqué quelques-unes. On les reprend peut-être à l'envers, ce sera plus simple. Ouais, tu as raison. Allez, on y va. Fabien, pour les exercices décalés, est-ce qu'on provisionne Est-ce qu'on provisionne Tu veux provisionner quoi Précise la question, Fabien. Je vais être sûr de pas répondre. Quid des CELAS ? CELAS, ça rentre dans le dispositif. Dès qu'il y a CEL, ça on prend. L'intérêt pour l'administration fiscale et la perte de l'abattement de 10%. Paul, il faut retourner à la première slide. Dans les CELAS, il y a le distinguo entre mandataire social et puis fonction technique. Ouais, c'est le sujet du lien de subordination. Ouais, en CELAS, ce qui est lié au mandat social, c'est traitement et salaire. Et ce qui est lié à la technique, c'est BNC. Sauf lien de subordination. Par contre, qui pose des questions tout le temps, on n'est pas prêt de remonter, mais ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il nous reste 10 minutes, on a le temps. Je ne comprends pas l'esprit de cette réforme, à quoi sert-elle, que cherche l'administration fiscale. Mais Nicolas, en fait, encore une fois, je pense, je ne suis pas du tout évidemment proche des gens de Bercy, mais je pense qu'ils ont voulu bien faire. Parce qu'en fait, avant ce BOFIP, le BOFIP reprenait ce qu'on appelle la réponse ministérielle cousin. Et la réponse ministérielle cousin disait que les rémunérations d'associés de CEL, c'était du traitement et salaire. D'accord ? Or, il y a eu 2 jurisprudences du Conseil d'État dans les années, je crois, 2013-2017 de mémoire, enfin dans ces eaux-là, où en fait le Conseil d'État a dit non, c'est pas du traitement et salaire, c'est du BNC. Et donc, ils sortent le BOFIP en décembre 2022 en disant, bah écoute, puisque la jurisprudence dit que c'est du BNC, on reprend la réponse cousin, c'est-à-dire qu'on annule, on retire la réponse cousin, et on dit que c'est du BNC. Et je pense que très sincèrement, ils n'ont pas du tout anticipé le bazar que c'était derrière. Voilà, ils ont voulu faire un nettoyage de BOFIP qui s'est globalement mal passé. Thibaut, donc oui, des fonctions administratives, on en a parlé. Gérant seul avec un mandataire d'une CELAS et président. Oui. Dividende, on revient à la fin. Tac. Oui, on est revenu pas mal. Je regarde vite fait les questions qu'on a pu avoir. Pas de CFE, oui, ça c'est toi Laurent qui l'a écrit. Sujet. Voilà. Ils veulent tout en BNC, oui, pas les 10%, oui. Si on met toute la rémunération article 62, donc 0, le risque est uniquement au niveau de l'abattement de 10%.
Oui. Ou au niveau de la celle-là, y a-t-il un risque? Non, il n'y a pas de risque pour moi sur la selle, on s'en fout. Bon. Je ne le vois pas en tout cas. Ah, Nicolas, tu nous entends mal? Hein, bon, je pensais qu'on avait un Il y bon a son. Bruno qui demande si on met tout en article 62, comme c'était précédemment. Hein. Donc, de toute façon, l'un ou l'autre, les deux sont déductibles au niveau de la selle. Donc, moi, je vois pas de risque identifié là, a priori, sur la selle. Le risque, il est reporté sur le BNC qui potentiellement peut jouer un peu sur l'abattement de 10%, quoi. Ou des charges qui ne seraient pas déductibles. Mais je vous rappelle qu'il faut qu'on révise tous, sauf ceux qui ont l'habitude, mais le régime fiscal du BNC, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on peut pas prendre. Rendez-vous le 4 avril, allez, j'en remets une couche. Je ne comprends pas l'esprit de cette réforme. Ok, on a déjà vu ça, je crois. Ouais, alors Nicolas nous dit que le son est mauvais. Je ne sais pas si c'est que Nicolas. Jonathan a l'air de dire que pour lui, ça va. Si vous avez eu du mauvais son, on est vraiment désolé. Non, ça a l'air d'être que Nicolas. Bon, ça va. Joël, il est écrit 95% BNC et 5% article 62. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si c'est une question d'ailleurs. À mon avis, BNC sera pour le pharmacien. Je vous rejoins, Pascal. Sur le slide de non-répartition, est-ce à dire qu'il faut faire? Je comprends pas. C'est à la question de qui là? De Fabien. Sur ce slide, alors je ne sais pas de quel on parle, de non-répartition, est-ce à dire qu'il faut faire 90% de la REM totale en BNC et 10%? Je comprends pas la question. Enfin, c'est peut-être avant qu'on ait la slide des 5%. Comme on n'est plus sur la bonne slide, je pense que c'est c'est ça. Vu les seuils du micro-BNC, il y aurait un vrai gain fiscal. On considère que c'est du BIC. Oui, évidemment, les seuils BNC BIC, micro-BIC sont plus élevés, oui. Je pense que c'est ça le propos. Mais c'est mal barré pour le micro-BIC. On parle des pharmaciens, j'imagine. Les avocats font même une réclamation. Oui, ça on l'a vu tout à l'heure, je vous confirme, pour avoir assisté à la conférence du 4 avril prochain. Ah oui, pardon. C'est Delphine qui envoie le lien. Rejoignez-nous. Bah écoutez, je pense que dites-nous si on a loupé quelque chose. Là, il y a Richard qui revient sur le sujet des dividendes, je crois. Ah non, c'est pas Richard. Alors il y a ce Richard qui demande les parts de la selle doivent-elles être inscrites à l'actif du BNC? Alors, moi je dirais, parce que est-ce qu'elles sont obligatoirement à inscrire? J'ai posé la question, c'est peut-on le faire? Moi, je vois pas pourquoi. Ouais. C'est une bonne question, Richard. Je la note, je la remonterai je veux pas te répondre parce que je sais pas quelles seraient les incidences avant de te donner une réponse. Je la note. Jusqu'à présent, un associé de celle qui cédait, qui avait une plus-value, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait les plus-values professionnelles avec potentielle application de l'abattement, des abattements possibles, départ à retraite, à condition d'avoir exercé quand même les fonctions de gestion. Et l'abattement renforcé, c'est pareil, ou l'abattement détention dans les 10 premières années. Enfin, je ne vais pas refaire toute la liste et avant 2018, toute la liste des abattements. C'est une vraie bonne question. Est-ce que cette réforme nous ferait sortir de ce système d'abattement? Je ne vois pas pourquoi, au terme de l'égalité devant l'impôt, le fait de basculer en BNC nous ferait sortir de ce dispositif. Gilles, enfin je sais pas, je réfléchis comme ça à voix haute, mais ce serait quand même anticonstitutionnel, carrément. Non mais c'est vrai, je veux dire, faut peut-être arrêter là. On va vite le savoir, mais moi je en serais fait, d'avis. là, la question que je me pose, c'est dans la mesure où l'administration ne considère pas que la société fiscale, même s'il fait une 2035, est une entreprise, puisque pas de TVA, pas de truc, est-ce que ça aurait vraiment une incidence sur le régime fiscal de la plus-value? Là, je mets un point d'interrogation, je préfère pas être catégorique là-dessus. Mais je pense que c'est strictement orienté calcul et régime fiscal de la rémunération. Moi, je suis pas d'avis de porter à l'actif les titres au BNC. On les détient à titre privé, si j'ose dire. Privé, c'est-à-dire indépendant de l'activité BNC.
Mais le point est intéressant. Je vais vraiment le noter pour la prochaine commission fiscale. Dans les questions pratiques, je vois, est-ce qu'on transmettra les slides? Oui. Est-ce qu'il y aura un replay? Je ne sais pas s'il y a un replay. Claire, est-ce qu'il y aura un replay? Si tu peux répondre sur le chat. Généralement, sur le site du conseil, il y a des replays, mais généralement. Emmanuel demande, est-ce qu'on a des nouvelles sur l'assujettissement aux cotisations sociales des dividendes versés à une SPFPL? Une réponse ministérielle a été attendue. Donc non, on n'a pas de nouvelles et on n'a pas de réponse ministérielle. C'est la question de Maluré, du sénateur Maluré, qui est toujours sans réponse. J'ai vérifié ce matin. Bon, vous pouvez faire confiance, parce que s'il y avait une réponse, vous l'auriez vu sur les LinkedIn et compagnie. Mais non, j'ai vérifié ce matin, il n'y a toujours pas de réponse à cette question de savoir quelle est la portée exacte de cette jurisprudence, qui est évidemment très inquiétante. Alors après, Gilles, on va aussi parler, parce qu'on était à la montagne il n'y a pas très longtemps ensemble, mais pour faire un séminaire, on a un intervenant, Pierre-Yves Lagarde, qui a quand même parlé de ces sujets d'actualité sur la SPFPL. Au cas présent, très spécifique du dentiste qui avait fait un OBO juste avant. Donc, ce qu'on lui reprochait surtout, c'est de distribuer un dividende pour financer un refinancement. Enfin, je veux dire, pour sortir du cash, quoi. Donc spécifiquement là, dans ce cas-là, il n'y avait pas trop de sujets. Mais plus globalement, le sujet des cotisations sociales sur les dividendes, il se pose aussi à travers des structures qui ne sont pas des SPFPL. On a vu que quand on avait, en fonction des schémas, je ne vais pas vous faire la démonstration de Pierre-Yves l'autre jour, mais globalement, c'est la tendance, c'est-à-dire d'assujettir, pas à tout prix, mais y compris quand le dividende remonte d'une structure assez large. L'interposition d'une SAS entre les deux ne remet pas en cause l'assujettissement à cotisation sociale. Ça, c'est un sujet que j'ai retenu. Et le deuxième, peut-être, c'est la grosse différence, c'est qu'effectivement, au cas présent, c'est que le dividende n'était pas perçu par la personne physique. Là, je vous parle de quand il y a perception finale, in fine, de la personne physique qui est tout en haut. Donc, cotisation sociale aussi. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais sur la SPFPL, au cas précis du dentiste qui ne perçoit pas le dividende qui a été perçu par la SPFPL, ouais, je pense que ça va aller dans le style. Alors, le Maluré, il va peut-être nous apporter des précisions. Quand est-ce qu'il y a, quand est-ce qu'il n'y a pas dans ce cas-là, quoi. Mais bref, pardon, je vais parler pendant des heures, mais non, mais là-dessus, on n'a pas de nouvelles. Pour le coup, pas de nouvelles ni de l'URSSAF ni de Bercy sur ce sujet. J'ai une question, Delphine. Je sais pas, moi je vois live terminé. Ça se trouve, on n'est plus que tous les deux, Gilles. Là, je sais pas. Mais non, parce qu'il continue à poser des questions. Ah bon, ça va alors. Pardon. Alors attends, j'ai vu l'autre question. Ah, ça continue, merci Maxime. Est-ce que la rémunération technique resterait une charge dans la selle? Oui. Et est-ce que c'est sous-traitant? Alors Taïeb, tu n'étais peut-être pas tout à l'heure quand on était sur cette slide. Nous, on pense que ça reste du salaire, mais tu as une position faible là, dans le feuillet rapide 51-23, où ils sont plutôt sur, entre guillemets, de la sous-traitance, ou en tout cas de la charge externe 62. Baptiste, les 5% de la REM en article 62 seraient de la facturation? Non, beaucoup non. Les 5% que tu mets en article 62, c'est du salaire comme avant. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. On peut avoir un doute sur les 95% qui vont en BNC, mais sur les 5% article 62, ça reste du salaire. Est-ce qu'il serait intéressant de basculer les CELA en SARL? On a déjà répondu à ça. Intéressant, oui. Intelligent, on sait pas. Déjà, il faut que tu puisses, parce que toutes les professions n'ont pas le droit d'être en société. Quand c'est possible, oui. Après, encore une fois, l'enjeu, c'est les 10%. Alors non, il y a deux enjeux. Il y a les 10%, 10% de l'article 62. Le vrai enjeu, c'est la simplification, parce que c'est vrai que franchement, quand tu as plusieurs associés à se taper des 20-35, c'est quand même juste l'enfer. Ce qui serait intéressant, la réponse c'était de toute façon, potentiellement, ça pouvait être considéré comme quelque chose d'abusif. C'est-à-dire, ok, quelle est la motivation? Le sujet, c'est qu'est-ce qui motive fondamentalement ce changement? Clairement, si c'est pour contourner le problème du BNC des 10%, là, évidemment que ça peut être intéressant, mais peut-être pas intelligent, on va dire ça comme ça. C'est un peu le propos qui domine sur en réponse à cette question, en tout cas. Mais rien ne l'interdit. On peut être joueur aussi. Alors, après, il y a une question. Alors, Baptiste demande en TNS. Alors, Baptiste, c'était sur les 5%. Oui, l'article 62 reste TNS.
Les nouveaux, alors j'espère que je ne vais pas massacrer son Ah, mais il prénom. reste Il tous arrive. TNS, hein. Enfin, je veux dire, fiscalement, Oui, ça, socialement parlant, j'entends. d'un point de vue social, il n'y a rien qui change. Les nouveaux associés peuvent commencer à exercer sans être immatriculés au guichet unique et à l'URSSAF. Alors, en fait, là, il y a deux sujets. Le sujet guichet unique, de toute façon, il est pour les nouveaux associés et les anciens. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ceux qui sont déjà associés ou dirigeants de CEL sont censés s'immatriculer. Encore une fois, tout le monde vous invite à être très patient et d'attendre que le guichet unique soit opérationnel, voire attendre si les avocats arrivent à faire sauter ce truc-là avec leur procédure, on ne sait pas. Pour ce qui est de l'URSSAF, il y avait déjà des difficultés à faire immatriculer des associés à l'URSSAF, donc on reste dans les mêmes schémas qu'avant. Mais c'est vrai, hein, bonne question. Après tout, j'ai aucun statut en ne m'immatriculant pas ni d'une façon ou d'une autre. Je suis qui au regard de la selle, quoi, hein, potentiellement. Alors juridiquement, j'ai une position en tant qu'associé, donc. Mais au niveau déclaratif, non, administratif, Ouais, mais avant, tu l'avais pas. j'existe pas. Hein, avant le mec qui était associé de CEL, non oui. dirigeant, il n'avait pas de statut non plus. Enfin, bah si, il est un sirène pour l'URSSAF. Donc pour l'URSSAF, oui, pour l'URSSAF. Donc là, potentiellement, il sera inconnu auprès de l'URSSAF tant que le guichet unique ne propose pas ce parcours moi, je pense dédié. qu'il faut les émettre. Moi, par contre, j'attendrai pas de les mettre à l'URSSAF. L'URSSAF, je ferai comme avant, je forcerai la Ouais, j'ai répondu un peu l'inverse tout à l'heure, donc tu as raison de me reprendre. En réfléchissant, c'est peut-être un plus intelligent d'officialiser l'URSSAF quand même, hein, parce qu'il y a quand même de la presta derrière. Hein. Alors, attends, je continue de lire. Oui. Jules, quid des dividendes dans une SOLAS? Est-ce que les distributions sont soumises à charges sociales? Alors, en fait, la question est intéressante. Il faut, et c'est ce qu'on a dit il y a 30 secondes, il faut faire bien attention à distinguer entre le fiscal et le social. Là, on est vraiment sur du fiscal pur. Donc, dans les associés, alors je ne suis pas un immense spécialiste des CEL, hein, mais des SOLAS, pardon, mais dans les associés de SOLAS, je sais que tu as quand même déjà pas mal d'associés qui sont de toute façon soumis à charges sociales sur leurs dividendes. Alors, ça dépend des catégories des caisses de retraite auxquelles ils sont affiliés. Mais là, sur le principe, il n'y a pas de changement. Sur le plan social, il n'y a pas de changement. Une transformation en SRL pourrait-il être vue comme un abus de droit? Ah, peut-être je pense que ton risque est limité. J'ai la discussion en tout cas. Bruno nous dit l'URSSAF n'immatriculera pas un dirigeant de SOLAS. Alors Bruno, tu as déjà des dirigeants de SOLAS qui ont des doubles affiliations. Hein. Ça existe déjà en fait, ça. Avant même dans ce beau FIP, hein, tu as déjà des dirigeants de SOLAS qui ont une double affiliation à la fois TNS et. Je confirme. Et traitement, assimilés salariés. Ça existe déjà pour le coup, Bruno. C'est indépendamment de ce truc-là. Sur l'abus de droit, honnêtement, Sylvie, je pense que ça va. Tu peux dormir tranquille. l'URSSAF refuse maintenant, nous dit Bruno. Bon, là, ça confirme peut-être mon premier propos, c'est-à-dire obligation de passer par le parcours dédié, hein, qui n'existe pas. Peut-être qu'on peut se décharger aussi, peut-être en faisant un petit courrier, je sais pas, on peut aller plus loin. Hein. Parce qu'en ce moment, c'est la folie. Enfin, je pense qu'on vit tous la même chose entre le guichet unique, donc l'INPI, les greffes, etc. C'est la guerre des clans, des services, et puis on est au milieu de tout ça, et puis c'est une catastrophe. Hein. Enfin bref, c'est une catastrophe. Fabien nous demande est-ce qu'on va cotiser 2 fois sur la tranche A? Non, parce que si t'es une seule fois TNS, donc même si tu vends dans l'article 62 EBNC, tu as un seul appel de cotisation URSSAF. Ça, il n'y a pas de changement. Bruno, si tu as des courriers de refus ou ce genre de choses, je suis preneur. Tu peux me les envoyer, je vais remonter le point. Merci. Parce que j'en ai pas. Alors, tu m'apprends un truc, j'avais jamais entendu dire qu'ils refusaient maintenant la double affiliation. Ah, moi non plus. Je pense qu'on arrive au bout des questions. Donc oui, Fabien, j'ai répondu. De toute façon, tu as une seule affiliation à l'URSSAF. Ça ne change pas, donc tu as une seule cotisation. Bon, je crois qu'on arrive au bout des questions, les amis. On attend quelques secondes, mais je crois qu'il n'y en a plus. Écoutez, merci à tous. Je pense qu'on a fait le... Et n'oubliez pas les adhésions au Club Patrimoine pour cette année 2024. On vous a mis le lien au début du chat, donc n'hésitez pas, et vous le trouverez, je pense, sur le site de l'Ordre de Paris pour
retrouver les nombreuses conférences qu'on organisera. Laurent, Ouais, je te laisse conclure. bah oui, enfin, je poursuis sur les adhésions, hein. Si vous faites partie des nouveaux inscrits ou du CJEC, vous avez des conditions hyper favorables, hein. Nouveau au tableau, je crois que c'est gratos. Enfin, Delphine vous confirmera pendant 2 ans. Et puis CJEC, c'est aussi une condition financière, j'entends, plutôt sympa. Voilà. Merci et adhérez au Club Patrimoine. Merci Eric de le rappeler. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Bon début d'année à toutes et à tous. Bon courage pour la suite. On va clore le sujet là pour l'année, en tout cas jusqu'au 4 avril. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remonter auprès de Delphine, votre interlocutrice sur le sujet et qui administre un peu le Club Patrimoine et qui nous aide beaucoup. Voilà, on la voit pas, mais sachez qu'elle fait beaucoup de travail pour nous aider aussi pour organiser tout ça. Et elle s'appelle Claire. Hein. J'ai dit quoi? Je crois que tu as dit Delphine. Mais Ah, pardon, Claire. Ah, je vais me faire engueuler. J'ai dit Delphine, pourquoi je dis Delphine? Bon, bah, je connais pas de Delphine aussi. Bon, pardon. Claire, évidemment que c'est Claire. Donc, Claire qui nous aide sur tous les sujets pour organiser tout ça, y compris les conférences et la journée qui viendra du mois de novembre. On vous en reparlera. Allez voir sur le site de l'Ordre pour adhérer. Et des sujets intéressants. On va passer ensuite sur d'autres sujets au cours de l'année. On parlera aussi un petit peu d'international. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà, on va conclure. Merci Gilles, à toi, monsieur le vice-président. Allez, merci à toi Laurent. Hein, merci à tous. Bonne soirée à tous. Bon bonne courage, soirée. bon travail et bonne soirée. Au revoir.